Donc j'ai le plaisir de recevoir Renaud Raffaelli d'Adobe pour nous parler des tendances du e-commerce B2C en 2022. Donc bonjour, je suis Renaud Raffaelli et je suis en charge du développement de l'écosystème de partenaires autour du e-commerce chez Adobe France. Donc Renaud, quelles sont les fonctionnalités les plus utilisées qui font d'Adobe Commerce la solution incontournable du B2C? Il y en a plein. Il y en a plein. Effectivement, il y en a vraiment beaucoup. C'est la raison pour laquelle on propose Adobe aujourd'hui à nos clients. C'est toute la richesse fonctionnelle que l'on peut embarquer grâce à la solution. Parmi elles, en fait, je pourrais en citer quelques-unes, le multi-boutique, le content staging qui nous permet de pouvoir préparer les opérations commerciales en amont et pas arriver le jour J à modifier sa plateforme. Il y a Live Search, le marketing avancé, on a également les programmes de fidélité, la segmentation client, la BI et également la brique B2B. Après, il y a trois enjeux majeurs en fait, sur lesquels nous challenge nos clients assez régulièrement. C'est la performance, la personnalisation et l'autonomie. Sur la partie performance, j'ai envie de te parler de la PWA, PWA Studio, qui est une vraie révolution concrètement, qui permet vraiment de proposer une expérience et une performance sur mobile inégalée, avec tout un tas de fonctionnalités qui sont en fait embarquées grâce à la solution. On peut parler du plein écran, on peut parler de la navigation hors connexion. Ça, c'est une vraie tuerie concrètement, parce que ça nous permet de pouvoir perdre la connexion et pouvoir continuer de naviguer sur la plateforme. Et ça, c'est vraiment cool. Et également aussi des notifications qui sont normalement proposées grâce à une application native et qui sont rendues possibles grâce à la PWA. Côté personnalisation, j'ai envie de te parler d'Adobe Sensei, qui était vraiment attendu par l'équipe, qui est une vraie intelligence artificielle. On a toute l'intelligence d'Adobe en fait mise à disposition aux clients Magento, qui justement vient analyser les parcours des clients en fonction de leurs actions, de leur navigation. On vient collecter un certain nombre d'informations et pouvoir leur proposer la bonne recommandation de produit derrière. Et donc forcément, ça aide au niveau du taux de transfo. Et au niveau de l'autonomie, je vais te parler de Page Builder. Page Builder, concrètement, c'est la possibilité pour le client final de pouvoir gérer très facilement l'enrichissement de son contenu et de ses pages avec un système drag and drop. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà. Et toi, de ton côté? Écoute, ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. J'insisterai sur cette partie Adobe Sensei intelligence artificielle et notamment tout ce qui est la recommandation de produits parce que c'est de plus en plus utilisé par nos clients et ça leur donne un vrai avantage compétitif et ça leur permet vraiment de renforcer la relation qu'ils ont avec leurs clients, que ce soit en termes d'augmentation évidemment de panier moyen, des meilleurs taux de conversion et aussi un attachement beaucoup plus fort à la marque. Parce que quand une marque est capable de reconnaître son client comme un individu qui a ses habitudes, qui a ses envies, qui a un profil particulier, plutôt que de lui pousser des produits juste en fonction de ses objectifs business, et ben c'est vraiment, ça crée vraiment une expérience beaucoup plus forte pour le client final et un meilleur attachement à la marque. Il y a un autre point aussi que je voulais compléter, c'est sur l'aspect cloud d'Adobe Commerce, puisque ça c'est vraiment la grande tendance et c'est là où de plus en plus de nos clients vont, puisque ça permet vraiment à un client de se décharger de tout l'aspect infrastructure et de vraiment se concentrer sur le cœur de métier. Et puis d'un autre côté, il y a aussi l'aspect omnicanalité, où là donc on s'appuie avec nos partenaires technologiques pour pouvoir proposer à un client tous les nouveaux modes de livraison et coller vraiment à ces nouvelles habitudes d'achat que l'on a pu avoir à la suite des confinements qu'on a vécu, quoi. Bon, en cette fin d'année, on peut se poser la question des tendances du e-commerce des marchands B2C pour 2022. Écoute, niveau tendance, j'ai envie de te dire que les habitudes ont changé et les attentes également en fait des internautes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le e-commerce continue de croître, hein. On est encore à plus de 25% au deuxième trimestre. Et c'est intéressant de voir comment leurs attentes évoluent et deviennent beaucoup plus pointues finalement. Nous, de notre côté, en fait, on a décelé quatre tendances majeures sur des sujets assez divers, notamment autour du Made in France. Ça peut paraître anodin en fait, mais les Français ont de plus en plus envie en fait de consommer français.
Et il y a de véritables opportunités justement pour les marques qui ont fait ce choix-là, en fait, de produire en France ou d'avoir une volonté de ramener toute la production en France. Et là, on a des clients qui, pour le coup, explosent en fait dans ce domaine-là et qui ont même l'opportunité aussi de pouvoir être référencés sur, tu sais, tout un tas de marketplaces qui sont dédiés justement au Made in France. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. L'autre tendance, j'ai envie de te parler d'écologie. Ça nous concerne tous, ça nous concerne toi, moi, notre famille, mais également le e-commerce. Et c'est vrai que les Français ont envie de mieux consommer. 63% d'entre eux ont envie de mieux consommer et 77% d'entre eux en fait, sont prêts carrément à bouder une entreprise si elle n'est pas capable de pouvoir produire naturellement ou dans de bonnes conditions. Donc c'est vachement important de le prendre en compte et on a la possibilité, nous en tant qu'e-commerçants, de pouvoir justement proposer et aller dans cet engagement et de notamment autour de la logistique réfléchir à une manière de pouvoir mieux livrer les clients ou tout du moins avoir un impact moindre. Et pour ça, il y a des solutions assez simples, hein, tu vois, autour justement de l'emballage. Prendre de l'emballage recyclable par exemple, et aussi réfléchir, tu sais, à la possibilité d'avoir des transporteurs qui sont spécialisés là-dedans et qui viennent te livrer ton produit dans des conditions beaucoup plus écologiques. Voilà. L'autre aspect, encore une autre tendance, nous, c'est le commerce de seconde main ou le re-commerce. Quelque chose que l'on voit fleurir. Il y a des gros acteurs en fait qui sont partis dessus. Hein. Il y a Zalando, La Redoute, mais également en fait des marques, des retailers, des marques de fashion en fait qui proposent aujourd'hui des produits en seconde main. Et je trouve ça vachement intéressant. Et c'est très intéressant aussi pour les générations Z qui sont très très sensibles justement à ça. Et voilà, c'est une vraie tendance qu'on a détectée chez nos clients. Et le dernier aspect, c'est le paiement. En fait, ça peut paraître anodin, mais le paiement, on est habitué à l'instantanéité, on est habitué au sans contact, et on a envie de retrouver ça aussi dans le e-commerce. Donc on cherche des méthodes de paiement variées, très rapides, très fluides, mais également des paiements en plusieurs fois. C'est quelque chose qu'un quart des Français utilisent aujourd'hui et sont prêts à bouder certaines plateformes qui ne proposent pas justement le paiement en plusieurs fois. Donc voilà, pour nous, ce sont 4 tendances vraiment majeures que l'on a identifiées à notre niveau. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, sur le paiement, il y a l'étude annuelle qu'Adobe sort à chaque fin d'année pour mettre en avant les prévisions et les tendances du e-commerce pour les fêtes de fin d'année. Et un des sujets qui ressort, c'est vraiment le buy now and pay later. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de clients qui veulent acheter et payer plus tard ou même payer en plusieurs fois. Donc ça, c'est une grosse tendance qui est sortie de cette étude. Le deuxième point aussi qui sort de cette étude, c'est sur les promotions qui arrivent aujourd'hui de plus en plus tôt, mais qui sont beaucoup plus petites. Oui. Voilà. Et ça, la raison pour laquelle ça se passe, c'est que c'est le troisième grand message de cette étude, c'est que les messages de rupture de stock, ils ont explosé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après la crise qu'on a vécue, il y a de plus en plus de rupture de stock. Et donc, du coup, les marques, en tout cas les entreprises, ont tendance à devoir acheter plus cher leurs matières premières et donc du coup à un petit peu élever le niveau de prix. En revanche, ce qu'on constate quand même sur les plateformes e-commerce, c'est que, alors c'est des chiffres globaux bien évidemment, que globalement le prix des produits en e-commerce sont toujours un peu moins chers que dans les magasins physiques. Voilà, ça c'est important. Adobe avait sorti une autre étude plutôt focalisée sur le marché français qui sortait que le top 5 en fait, des Français dans l'e-commerce, c'était des prix abordables. Donc ça, le prix, ça reste toujours quand même le premier sujet. La sécurité de données personnelles, qui est un vrai sujet. La disponibilité du stock. Parce qu'aujourd'hui, quand on va sur un site e-commerce, on a envie de savoir si le produit est disponible et surtout où est-ce que je peux l'acheter, dans quel magasin il serait disponible si je vais aller le chercher. Quatrième point, c'est les chargements de la page. Donc là, ça revient à la performance des sites et au fait qu'on a beaucoup plus de patience pour attendre qu'une page se charge. On veut vraiment que ce soit instantané. Et le cinquième point, c'est la fluidité de l'expérience client qui aujourd'hui est essentielle et qui le sera, à mon avis, pour 2022 et également aussi pour 2023. Donc Renaud, les individus souhaitent de plus en plus vivre des expériences uniques et personnalisées. Comment cela se retranscrit-il en e-commerce ?
Il faut savoir que l'hyper-personnalisation est devenue un enjeu extrêmement important et surtout incontournable en fait pour les clients. Malheureusement, peu de clients exploitent vraiment la personnalisation ou tout du moins ne vont pas suffisamment loin, tu vois. Nous, à notre niveau, en fait, on a plusieurs manières de personnaliser l'expérience client. C'est au niveau notamment des pages et des contenus qui sont proposés aux clients. Grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux outils qui sont mis à notre disposition, on va pouvoir en apprendre davantage sur les clients, sur leur navigation, sur leurs actions, sur leurs recherches et derrière leur proposer du contenu personnalisé. Et ça, c'est vraiment intéressant au niveau de la conversion. L'autre aspect, c'est la communication. Il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, 72% des internautes ne vont pas intervenir, ne vont pas interagir avec leur marque si justement la communication n'est pas ciblée, n'est pas personnalisée. Donc grâce à de l'analyse prédictive, et Adobe Sensei y répond très bien, tu vas pouvoir proposer une expérience et une communication vraiment orientée et à destination de ton client en fonction de sa segmentation, en fonction de son historique. Et ça, c'est vraiment intéressant de le savoir. Enfin, le dernier point, c'est la data. C'est un enjeu super important, tu le sais. Il faut être capable de la collecter, de la mesurer, l'analyser et de pouvoir bien l'exploiter derrière, surtout lorsqu'il y a une véritable intention d'achat. Donc si derrière tu peux diminuer ton coût par lead et surtout faire gagner du temps à tes équipes, c'est vraiment voilà, une opportunité vraiment intéressante. Voilà. Et c'est vrai que sur l'aspect data, c'est un petit peu le point essentiel de la personnalisation, parce que si on n'a pas une bonne donnée, eh ben on ne personnalise rien du tout. Et aujourd'hui, le véritable enjeu des marques, c'est de pouvoir récupérer le consentement du client et du prospect pour justement utiliser ces données et personnaliser l'expérience. Donc ça, c'est vraiment important. Et ce qu'on constate dans les techniques pour obtenir ce consentement, c'est que les marques qui impliquent le plus leurs clients et leurs prospects dans la création de leur expérience en ligne, ce sont les marques qui vont obtenir plus naturellement leur consentement. Alors ça se fait de différentes manières. Ça se fait beaucoup par les réseaux sociaux, ça se fait aussi par la production de contenu de bonne qualité qui soit pertinent. Et donc c'est toute cette relation de confiance qui se crée entre une marque et ses clients qui va créer un cercle vertueux de plus je donne de l'information pertinente à mon client, plus il va me donner des informations plus personnelles et du coup plus son expérience en ligne sera personnalisée et sera forte. Moi, ce que j'aime bien dans ce thème de la personnalisation, c'est que c'est un sujet dont on parle depuis des années. La personnalisation en temps réel, c'est une ambition auquel essayent de répondre toutes les marques. La grande nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on est capable de le faire, et on est capable de le faire de manière très facile. Et aujourd'hui, alors bien évidemment chez Adobe, on est capable de pouvoir aider les marques à personnaliser toute leur expérience client à chaque étape du parcours, que ce soit de la découverte, comparaison, achat et après-vente. Mais aussi ce qui est important, c'est que cette personnalisation de l'expérience, elle est aussi aux mains des métiers. Parce qu'on propose des fonctionnalités de plus en plus packagées et du coup, il n'y a plus besoin d'intervention de développeurs ou trop techniques pour pouvoir créer cette personnalisation, ce qui la rend encore plus pertinente, puisque quand c'est les gens des métiers qui font directement ces activités, ils sont encore plus pertinents et plus rapides et derrière, tout le monde est gagnant, quoi. De quelle façon les e-commerçants peuvent-ils optimiser leur productivité ? Eh bien, j'ai envie de te dire de plusieurs manières. Là, la première qui me vient à l'esprit, c'est le CRM. En fait, le CRM, c'est une formidable manière de pouvoir réaligner les équipes marketing et commerciales autour de leurs objectifs communs, finalement. Et donc, grâce à un CRM, tu viens davantage centraliser ta donnée, surtout si elle est éparse dans différents outils, différents dossiers, différents fichiers, pouvoir acquérir des leads qui sont optimisés et pouvoir du coup gagner un temps considérable. Un autre aspect, c'est les outils d'intelligence artificielle. Adobe notamment propose des outils qui analysent le comportement des internautes et ça c'est un gain considérable pour les équipes qui viennent du coup ne plus perdre du temps dans de la personnalisation, dans de l'analyse au doigt mouillé. Là on se base sur l'intelligence artificielle qui se base vraiment sur le parcours des clients et pour les équipes derrière c'est un gain de temps considérable.
L'ABI pour tout simplement monitorer tout ce que tu réalises en termes d'expérience, dans les actions que tu fais, pouvoir tester celles qui fonctionnent, de celles qui fonctionnent moins bien, et pouvoir chercher derrière quelques pourcentages de conversion supplémentaires. Donc voilà, l'ABI est extrêmement importante. Et enfin, j'ai envie de terminer avec l'omnicanalité. Tout simplement de simplifier le parcours entre le offline et le online. Et derrière, toute la machinerie qui est énorme entre le offline et l'online peut être largement simplifiée si on vient connecter les deux grâce justement à des outils qui gèrent l'omnicanalité. Et pour toi? En tant qu'éditeur, on va bien évidemment essayer de travailler sur la productivité de nos clients qui utilisent nos technologies. Donc ça passe par quoi? Ça passe par beaucoup d'automatisation, ça passe par beaucoup de capacité d'intégration. Et là, dans les dernières versions d'Adobe Commerce, on a essayé de développer de nouvelles fonctionnalités beaucoup plus packagées qui sont aujourd'hui mis à la main des métiers et qui nécessitent moins de développement. Mais également, on laisse la porte ouverte à beaucoup de flexibilité et d'ouverture, puisque le cœur d'Adobe Commerce, c'est vraiment cette flexibilité, cette ouverture qui a fait son succès, pour pouvoir aller s'intégrer à d'autres technologies du stack e-commerce, que ce soit du PIM, du marketplace, des CMS et des systèmes de paiement. D'un point de vue technologique, l'autre point, c'est le cloud, puisque aujourd'hui c'est un super vecteur de productivité dans la mesure où toute la partie gestion de l'infrastructure est déléguée à l'éditeur, donc le client n'a plus besoin de s'en occuper. Donc ça pour nos clients c'est un formidable vecteur. Et le dernier point c'est la 3D. Ça c'est un sujet que j'aime bien, qui commence à se développer chez les commerçants, mais qui peuvent vraiment leur permettre de faire gagner du temps et de la productivité, dans la mesure où quand on commence à modéliser un produit en 3D, on va pouvoir le décliner dans toutes les versions qu'on veut, de manière très simple, en quelques clics. Il n'y a plus besoin de faire 50 prototypes avec 50 versions. Il suffit de 2-3 clics pour pouvoir avoir une déclinisation du même produit. Et puis ensuite, ça fait des économies en termes de shooting photo, en termes de prototypage. Et une fois qu'en plus ces produits sont affichés sur le site en 3D, eh ben on a constaté que ça pouvait aussi augmenter le taux de conversion de plus de 3%. Donc voilà, c'est tous ces points-là qui nous paraissent importants. La performance est et restera un sujet prioritaire dans le web. En quoi la PWA répond à ce besoin? Déjà, le PWA, ça répond à l'évolution des habitudes des utilisateurs. Aujourd'hui, on a tous plusieurs appareils et chacun, on veut pouvoir vivre la même expérience utilisateur, quel que soit l'appareil qu'on utilise. Donc du coup, les marques sont obligées de s'adapter à ces besoins-là. Et aujourd'hui, il reste encore de nombreux sites e-commerce qui ne sont pas aussi performants sur mobile que sur ordinateur. Et ça, c'est super frustrant. Et notre patience et notre indulgence envers les applications qui fonctionnent mal, elle est de plus en plus limitée, quoi. On est tout à fait en phase, tu sais, à notre niveau. Pareil, la PWA est quelque chose d'assez nouveau, mais c'est une vraie révolution en fait. Il faut voir ça comme une technologie qui améliore énormément de choses, à savoir donc la rapidité de temps de chargement, l'expérience client et aussi les performances commerciales. Et ça, c'est vrai que tous les clients n'ont pas encore pris cet enjeu-là suffisamment au sérieux. Or, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Après, tu as des vrais avantages proposés par la PWA autour notamment de la technologie. Tu as une réduction drastique en fait des temps de chargement, c'est assez impressionnant. Tu as la navigation hors connexion, ça je t'en avais déjà parlé, ça c'est vrai que c'est quand même dingue, hein. Tu te balades sur ton site, tu rentres dans le métro, tu perds la connexion, tu peux continuer de naviguer, tu sors du métro et hop tu récupères ta connexion, c'est génial. Il y a aussi les notifications push. Ça, c'est vraiment top pour fidéliser ton client. Et tu as bien sûr l'expérience mobile. Ça, l'expérience mobile, elle est juste incroyable. C'est qu'on a une fluidité et une rapidité d'interaction qui est quasi équivalente à une application native. Donc voilà, ça pour nous, au niveau technologie, c'est vraiment un vrai plus. Et au niveau business, parce que forcément les clients, ça les intéresse, c'est une vraie conversion qui est largement améliorée. Tu as également les taux de rebond qui sont largement réduits. Et aussi toute la partie engagement. Grâce aux notifications push, tu vas pouvoir vraiment attirer davantage l'attention de tes clients et surtout leur permettre de pouvoir être beaucoup plus connectés et en lien avec ta marque. Voilà. Mais chez Adobe, les PWA, c'est vraiment un des
axes principaux de développement de la roadmap technologique, quoi. Ben voilà, on est tout à fait en phase. Ouais. Il existe une multitude d'outils pour permettre aux enseignes de développer leur activité en ligne. Quels conseils donnerais-tu à un e-commerçant pour choisir les bons? Ben, tout simplement, je commencerai par bien définir le besoin pour choisir les bons outils. En fait, la base, c'est de réaliser un cahier des charges où tu viens lister en fait, l'exhaustivité de tes attentes et de les prioriser derrière. La deuxième étape, c'est de bien s'entourer, c'est de faire appel à l'écosystème. Il est très très riche, l'écosystème du e-commerce, et de regarder ce qui se passe un petit peu autour de vous. Et derrière, c'est de faire appel à des experts, vraiment des experts du e-commerce, qui connaissent le milieu, qui connaissent les solutions, qui savent ce qui marche, ce qui ne marche pas, qui viendront vous accompagner en fait dans le listing de vos besoins et les prioriser avec vous. Pour cela, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de la taille de votre entreprise, de la taille de vos équipes, de vos ambitions, de l'international ou pas, bref, de tout ce que vous voulez réaliser, il y a forcément une solution qui répond à votre besoin. Donc effectivement, le choix d'un outil doit se faire en fonction d'une ambition. Et nous, on aime beaucoup les clients qui ont de l'ambition. Et pour eux, il est essentiel d'aligner sa roadmap technologique avec sa roadmap business et voir à court, moyen et long terme. Parce qu'un choix technologique ne doit être en aucun cas un frein à l'innovation et à la croissance. Donc s'il y a un conseil vraiment qu'on peut donner en tant qu'éditeur pour choisir des technologies, c'est de choisir celles qui sont les plus flexibles et évolutives pour gérer à la fois des cas d'usage très simples jusqu'à des cas d'usage très compliqués. Tout à fait en phase avec toi, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui tu sais qu'il y a un écosystème de solutions très, très important, et c'est vrai qu'on aime accompagner en fait nos clients sur le long terme, et c'est la raison pour laquelle on propose Adobe aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on peut faire ce choix de la facilité d'avoir des solutions tu sais très, très rapides à mettre en place avec un time to market très très court, et derrière tu peux rapidement être bloqué si tu as ton chiffre d'affaires qui commence à exploser ou que tu veux faire tout simplement l'international. Donc voilà, vraiment je pense qu'on est en phase avec Renaud sur cette partie-là et sur la valeur que peut apporter Adobe à nos clients. Julien, dernière question. Quelle préconisation ferais-tu aux e-commerçants pour se démarquer de leurs concurrents? Bien, j'ai envie de te dire de faire une bonne analyse de marché. Il est très important en fait qu'ils prennent le temps d'analyser le marché, leur écosystème et faire en sorte que leurs produits répondent vraiment à leur cœur de cible. Derrière, d'avoir une identité très très forte qui viendra les différencier de leurs concurrents, c'est quelque chose qui est très important. Et si possible d'intégrer quelques tendances actuelles autour du Made in France ou de l'éco-responsabilité, ça peut être de vrais critères de différenciation avec leur concurrence. Derrière, j'ai envie de te parler d'expérience. Personnaliser l'expérience, c'est quelque chose qui est très important avec une plateforme qui est rapide, performante et sécurisée. Enfin, j'ai envie de te parler de monitoring. Derrière, au niveau business, une fois que tu as lancé ta plateforme, il faut être capable de la monitorer, de réaliser des campagnes, mais surtout de voir celles qui fonctionnent et celles qui fonctionnent moins bien, pour aller chercher quelques pourcentages de croissance supplémentaires et de gagner forcément derrière en taux de transfo. Enfin, c'est de bien s'entourer. Comme tu le sais, choisir les bonnes solutions, bien sûr, et les bons partenaires, évidemment, et tout simplement miser sur le bon cheval pour pouvoir être accompagné sur le long terme, sur plusieurs années, parce que forcément, e-commerce, ça vit, e-commerce, ça dure, et derrière, c'est tout simplement d'avoir les bons coéquipiers. Voilà. Ouais. Mais bien sûr, il est essentiel aujourd'hui de se concentrer sur l'expérience client et d'en faire vraiment un différenciant, parce que ça, pour le coup, c'est vraiment ce qui fera qu'une marque va se démarquer par rapport à une autre. Et aussi, il y a autre chose qui peut être aussi intéressant, c'est de travailler sur des nouveaux use cases. On voit beaucoup de marques qui sont B2C qui développent des use cases B2B, d'autres qui sont B2B qui font du B2C. Et donc toute cette hybridation de use cases est super intéressante et donne de belles perspectives pour les années à venir. Écoute, je te remercie beaucoup de m'avoir invité dans tes locaux, et bonne fin d'année et bonne année 2022. C'était donc notre première vidéo de notre série Back to the Future of E-Commerce, et vous avez encore plein d'autres surprises à découvrir très prochainement.